L'environnement, c'est pas quelque chose de nouveau, mais sauf aujourd'hui, pour ce qui le concerne, c'est vraiment en relation avec la fertilité. Au fait, on vit dans un environnement extrêmement contaminant, qu'il soit l'air, qu'il soit le sol, qu'il soit l'eau, que ce soit le produit de minage, que ce soit l'industrie lourde. Bref, même quand on fait le soleil, comme ici, recto verso, avec tous les pommades qu'on met, eh bien, ma foi, vous allez voir que tout ça contient de molécules chimiques dont la plupart ont les statuts de perturbateurs endocriniens. Mais vraiment, on était dans l'ignorance il y a 70 ou 80 ans. Comme vous voyez, en 1948, Paul Muller a reçu le prix Nobel parce que, voilà la publicité, DTT is good for me. Donc c'est vraiment, et quand on voit, on faisait la pub pour le DTT, et quand on a vu quelques décennies après le dégât qui provoquait ces produits, donc vous voyez parfois, notre absence d'anticipation nous ramène parfois à des situations extrêmement difficiles. Et que sait-on de ces observations chez l'animal? Là, vous avez la reproduction de l'aigle avant et après l'interdiction du DTT aux États-Unis d'Amérique, et vous voyez bien comment le nombre de naissances a baissé, et quand on a arrêté définitivement le DTT, eh bien, l'espèce a été sauvée de justesse. Alors, pareil, chez d'autres animaux, qui soient au Canada ou ailleurs, on note quoi? Les messages, c'est ça ce qu'il faut, vous devez savoir. La baisse de la fertilité, le comportement féminisé pour certaines espèces, et surtout au travers les molécules telles que le DDE ou la méthoxychlore. Il en est de même pour d'autres espèces. Bref, je pense, sans oublier les malformations, par exemple, concernant l'impact de la dioxine. Donc, je peux citer les exemples, mais vraiment, je m'arrête là. Mais ça nous permet d'aller chez l'homme exactement pour comprendre. Donc, chez l'animal, on est parti de constats très clairs. Baisse de la fertilité, micropénis, anomalie testiculaire, en fonction de que ce soit le DTT, que ce soit le DDE, ou que ce soit le BCB, ou que ce soit la méthoxychlore. Bref, je pense que ce sont des données objectives à partir desquelles on a essayé de voir ce qui se passe dans l'espèce humaine. Alors, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien? Ce que l'on appelle en anglais endocrine disruptors, eh bien, qui sont endocriniens et environnementaux. Eh bien, ils sont partout. Là, je vous donne le rapport RIAC pour vous montrer deux choses. Soit la bioaccumulable, soit les peu bioaccumulables tels que la bisphénol A ou le phtalate. On trouve dans les hormones naturelles, surtout les phytoestrogènes et synthétiques, les produits pharmaceutiques, les pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, les produits de soins plastifiants, surtout le phtalate, les produits chimiques industriels, la dioxine, le BP et le BCP. Souvenez-vous, la dioxine et l'agent orange quand l'armée américaine a bombardé le nord du Vietnam les années 60. Alors, ces perturbateurs endocriniens lient les récepteurs naturels des hormones et d'autres récepteurs membranaires et nucléaires, lient des protéines intracellulaires, protéines de transport ou des enzymes. Bref, ces perturbateurs endocriniens miment ou bloquent l'action des hormones de manière illicite selon l'espèce et dans le temps. Alors, comment sommes-nous exposés aujourd'hui? Eh bien, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, l'alimentation, la reproduction, le diabète de type 2, l'obésité, le cancer hormonodépendant. Bref, je dirais, on vit dans cet environnement et après, on s'étonne qu'on a une prévalence de telle ou telle maladie chronique ou cancer qui augmente. Et puis, quid d'exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens? Donc là, je vous ai mis tous les produits et leur pourcentage d'impact sur notre santé, y compris, mesdames, le produit cosmétique ou la peinture ou le produit de ménage ou l'agriculture. Alors, elle fait bon à Marrakech, on s'y tartine avec des pommades. Les vergetures ne passent pas par moi, mais si, quand vous mettez toutes ces pommades, vous vous protégez des soleils,
eh bien, vous mettez quelque part, vous vous tartinez avec les perturbateurs endocriniens. Et puis, sans oublier la dioxine, ce qu'il a fait au nord de Vietnam, les arsenics, bref, je crois qu'ils font des dégâts énormes, mais malheureusement, on n'essaye pas de comprendre pour dire c'est dû à tel ou tel produit ou à tel ou tel environnement. Donc, autrement dit, pour résumer jusqu'à ce stade, et pour aller vite, je ne peux pas faire plus vite, notre environnement, qu'il soit l'air, qu'il soit l'eau, qu'il soit l'alimentation, qu'il soit l'habitat, la profession, les activités qu'on exerce, eh bien, le risque de danger à court, moyen et long terme. Et tout ça, ça va impacter les générations futures. C'est-à-dire, quand on utilise les produits aujourd'hui, il faut attendre une, deux, voire trois générations. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 200 000, à ma connaissance, de molécules chimiques répertoriées, dont la plupart sont perturbateurs endocriniens. Quel danger? Eh bien, le danger, qu'est-ce qu'on sait, par exemple, chez l'homme? Des données humaines, la diminution de la quantité et qualité du sperme. On vous en avait parlé hier. Je vous ai dit un mot tout à l'heure dans mon précédent topo, que l'homme, dans les pays, à l'époque, on parlait que de pays industrialisés. Qu'on reliait à ça en disant, c'est normal. Mais les messages pour vous regarder, si vous prenez les spermogrammes du grand-père, du père et du petit-fils, eh bien, le petit-fils aujourd'hui a 56% en moins que son grand-père. Donc, ce n'est pas un tel ou tel pays, l'Europe dans sa globalité, les États-Unis d'Amérique, la Corée du Sud, l'Asie du Sud, on est tous concernés. Et vous voyez la fécondité, comment il est en chute. Au fait, on parle de la baisse de la natalité comme si on décide, certes parfois c'est un choix individuel ou choix de couple de dire de ne pas faire de monde ou de ralentir ou ajourner, mais je pense qu'on oublie qu'à en parler là ça, il y a cette augmentation de l'infertilité de 0,3 et 0,4 chez l'homme et chez la femme respectivement par an. Donc, vous voyez cette baisse, ça continue partout dans le monde. Je vous renvoie au papier, excellent papier qui est sorti il y a 3 mois. Sans oublier donc, au-delà des anomalies des spermogrammes et spermocytogrammes, la cryptorchidie, ça augmente, l'hypospadias, le cancer germinal testiculaire. Tout ça, ça augmente avec l'incidence pour 10 000 personnes. C'est ce qu'on appelle globalement, dans un terme assez générique, ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, y compris les carcinomes in situ, avec tout le rôle des anti-androgènes et ou des xénoestrogènes. Et puis je pense on a eu tort de ne pas tirer la leçon de Destilben. Les Destilben, c'est une hormone de synthèse qu'on utilisait dans les années après la Deuxième Guerre mondiale pour empêcher la survenue de fausses couches. Eh bien, jusqu'à comme on a traîné les pieds pour le suspendre, on a dit on a sacrifié une génération avec des anomalies, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, au niveau des appareils génitaux. Savez-vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, que la petite fille paye la note pour sa grand-mère quand elle était enceinte de sa mère? Autrement dit, on a démontré sur le plan mécanistique qu'on a altéré le promoteur de gènes, ce qui explique que cet effet transgénérationnel qu'on explique le Destilben. Donc le Destilben en termes de cryptorchidie, de micropénis, de cancer testiculaire, de hypospadias, ce sont des données chez l'homme, publiées, bien documentées, qu'on appelle ça maintenant effet transgénérationnel. Il faut un suivi. J'ai une étudiante en thèse actuellement, qu'on s'intéresse à l'agent orange que les Américains l'ont utilisé au Vietnam, pour bombarder le Vietnam du Nord. Eh bien, là, par une approche épidémiologie, on s'intéresse aux Vietnamiens qui les 2e, 3e génération qui vivent dans le 13e arrondissement de Paris, par une approche cellulaire et par un modèle chez l'animal pour comprendre au bout de combien de générations on constate, par exemple, l'effet de la dioxine ou l'effet de Destilben. Donc, vous voyez, vous avez ces tableaux, je vous recommande la lecture d'un Nature Review de l'équipe Skikavek. C'est une équipe danoise qui travaille sur ces sujets depuis au moins une 50aine d'années. Eh bien, il n'a pas varié. Et je vous rappelle, c'est la première étude sortie de son laboratoire, c'est Mme Carlsen en 92 dans le New England Journal pour montrer l'altération du système reproducteur chez l'homme. Donc, vous voyez ce que je viens de le répéter, qu'il soit l'environnement,
les facteurs environnementaux, notre style de vie, l'effet première génération, deuxième génération, troisième génération, qui va s'exprimer, auquel vont rajouter tous les effets épigénétiques qui va se terminer par l'altération de la santé reproductive. Et comme elle disait Micheline à l'instant, la santé reproductive, c'est un marqueur de votre santé en général. Donc, quid de DCLB, je vais vous dire anomalie utérine, dysplasie cervicale, adénocarcinome du vagin à cellules claires, 30 à 40% d'infertilité chez les filles exposées, sur risque de cancer de sein. Le risque relatif de 2 points, c'est extrêmement inquiétant. Observation épidémiologique concernant la puberté, donc on a vu de ménarches précoces, de anomalies de développement de cancer, de puberté précoce. Bref, tout ça, ça a été répertorié chez les jeunes filles à cause de la DDE, les EDC, la dioxyne, la bisphénol A. D'ailleurs, dans les catégories de dangerosité, la bisphénol A et l'phtalate sortent quasiment en tête de liste de toutes ces molécules. Chez la femme, on n'est pas le syndrome des ovaires polykystiques avec encore un autre perturbateur BPA. Là, vous avez la comparaison par rapport au groupe de contrôle. Bref, je pense, là encore, la santé reproductive féminine nous interpelle. Il en est de même son impact sur le contenu de la réserve ovarienne et le compte de follicules en trop. Diminution de la fertilité, et là vous avez bien vu le taux de grossesse diminue de 32% tous les 10 microgrammes par litre de DDT dans les sérums maternels trouvés et analysés à la naissance, avec tous les effets de ces molécules comme anti-androgéniques. Donc, autrement dit, c'est chez la femme comme chez l'homme, il y a l'hypothalamus, il y a l'hypophyse, il y a les ovaires et l'utérus qui sont exposés et associés, qu'il s'agit comment dirais-je, comme par exemple de heavy metals, please help, de cadmium par exemple, vous voyez, des métaux lourds, merci. Des métaux lourds, des pesticides associés, par exemple, avec la diminution de la sécrétion des stéroïdes ou les métaux lourds qui sont inversement associés avec la concentration sanguine et le niveau de la LH. Bref, je pense que personne n'est à l'abri. Donc, on vit avec de la vie intra-utérine jusqu'à la mort. Aucune génération, aucun espace de vie n'est épargné. D'autres polluants, si on regarde dans l'AMP, eh bien, dans l'AMP, donc je vous ai donné moi la fertilité spontanée. Dans l'AMP, ben, là, il y a de nombreux papiers pour montrer l'augmentation de le raccourcissement de télomère, la baisse de l'activité de télomérases, le nombre de copies de DNA mitochondrial du sperme, bref, la mobilité des spermes, les nanoparticules qui impactent le résultat de l'AMP. Là, par exemple, vous avez l'association entre l'exposition avec de nanoparticules dans l'air du laboratoire, et qui sera 2,5, c'est-à-dire toutes les particules dont le diamètre est inférieur à moins de 2,5 nanomètres de diamètre sur la fécondité humaine en Chine. Là, vous me dites, j'ai trouvé une villa, j'ai trouvé un super appartement, j'ai flashé, je vais l'acheter, j'ai signé tout de suite. De grâce, renseignez-vous à 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où vous allez habiter pour savoir s'il y a de l'agriculture intensive, s'il y a de l'industrie lourde, s'il y a la déchetterie, s'il y a des incinérateurs, parce que vous êtes exposé sans que vous le sachiez. Bref, même on a essayé d'évaluer la concentration du plasma lors de l'accouchement de certains produits et les résultats en FIV. Les résultats, la FIV outcome est bien entendu impacté. Mais au-delà de l'infertilité, on a vu en fertilité spontanée, conception naturelle, en AIP,
Et au-delà de la fertilité, je crois, on n'est pas à l'abri malheureusement, eh bien la démence et l'autisme, la croître les fausses résistances, les SOBK, la puberté précoce, le cancer de sein, l'hypofertilité, l'hypospadias, le cancer des testis, le cancer de la prostate. Bref, je pense, on est tous maintenant, je dirais, au courant de ce qui se passe réellement, y compris pour le diabète type 2, avec le polluant organique persistant tel que le POP, la dioxyde, le BCB et dioxyde, sur incidence en particulier chez les femmes. Je crois que c'est surtout cela. Mais au fait, et je crois là, c'est la théorie de la DOAD, c'est-à-dire l'origine DOHD, d'origine développementale, de toutes les maladies chroniques que vous allez développer tout au long de votre vie. Et Parker, il avait raison de dire un mauvais départ condition donc le reste de l'existence. C'est comme si tout ce qui n'était pas infectieux commençait in utero. En pratique, quand même, moi je ne me trouve plus, mais j'ai appris beaucoup de choses en préparant cette peau. Que conseil à donner à nos patientes? L'alimentation bio, mais je ne sais pas réellement si la vraie bio existe, sensiblement le risque de cancer. Je crois là, il y a tout un marché qui se développe. Il y a les pesticides dans les fruits et les légumes. Là, je vous ai mis le raisin, le mandarine, le cerise, le pamplemousse, les fraises. Bref, vous avez les deux tranches. Vous voyez, essayez de diminuer cette consommation spécifique. Vous avez les pourcentages chaque fois on consomme. J'ai tendance à vous dire hier, prenez une pomme, lavez-la et croquez-la. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, lavez-la, épulchez-la et croquez-la. Donc vous voyez, je crois que tout est dans la peau de tous ces fruits et de légumes qu'on consomme. La cuisine bio existe, mais là encore, attention au charlatanisme. On a besoin de vivre. Je crois qu'on ne peut pas vivre dans la peur qui risque de nous emmener vers la paralysie. Nous, en France, on a mis en place des plateformes prévenir concernant la prise en charge des 1000 premiers jours de vie, la grossesse de 9 mois jusqu'à l'âge de l'enfant de 2 ans. Donc, il y en a en région PACA, à Rennes, en Normandie, etc. Donc, tout ça pour assurer pour une prise en charge individuelle du couple avec un diagnostic environnemental et préconceptionnel. Donc, contamination, je pense là, ces types de posters, ils peuvent être diffusés même dans votre pays, de contamination chimique et perturbateurs endocriniens, facteurs de risque et conséquences possibles. Donc, vous avez tout, qu'ils soient les métaux lourds, qu'ils soient les pesticides, qu'ils soient les formaldéhydes, qu'ils soient les phtalates, les BCB, bref, les parabènes, les bisphénols au sens large. Je crois qu'on est tous concernés, quel que soit l'âge de notre existence. Attention à la qualité de l'air à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a pas que l'extérieur. Ouvrez et aérez quasiment 2 ou 3 fois par jour. C'est pas de mal. Donc, il faut privilégier des choses et éviter d'autres. Je crois que c'est des règles de bon sens. C'est un changement radical de culture. Je crois avant tout, changeons de culture, de consommer. Donc, ça voudrait dire la perturbation endocriniens et environnementaux. Il y a aussi une bataille d'influence. Il y a du lobby. Chaque fois on va interdire une molécule, on va dire, monsieur le député, ok, vous allez l'interdire. Il y aura 1000 personnes demain en chômage. Donc, c'est toujours cet équilibre à trouver, etc. Donc, certains la considèrent comme un scandale sanitaire. Les enjeux n'est pas susciter la peur, je crois. On ne peut pas avancer, on a besoin de vivre, diffuser l'information, surtout éduquer, comme je disais tout à l'heure. Savez-vous, mesdames, vous allez consommer tout au long de votre vie 6 kg de rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il y a dans le rouge à lèvres? Il y a les éthers de glycol. C'est un perturbateur endocrinien. Alors vous me dites, qu'est-ce qui se passe-t-il si on le retire de rouge à lèvres? Eh bien, est-ce que vous acceptez d'utiliser des rouges à lèvres qui se décortiquent tous les heures et tous les 2 heures? Donc c'est aussi des fois, ça dépend de notre comportement, notre mode de consommation. Donc oui, le XXIe siècle doit devenir le siècle de l'hygiène chimique. Je commence sérieusement à douter. Donc, oui, on sait que la pollution chimique environnementale détruit la biodiversité. L'être humain est dedans, je vous rappelle. C'est pour ça que quand on parle de la préservation de l'espèce humaine, je crois qu'on est dedans.
altère la santé des citoyens, augmente la fréquence des maladies chroniques, réduit la dureté des vies, aggrave l'équilibre économique de notre système de soins et impacte bien entendu les générations futures. Donc il y a des fleuves vraiment dans la littérature, énormément de papiers. Ça fait près de 50 ans qu'on en cause. Parfois on s'y perd quant à l'impact des perturbateurs endocriniens et des polluants en général. Ne pas méconnaître le reste de l'environnement, situation médicale améliorable, nombreuses observations chez l'animal. Je crois qu'il faut surtout extrapoler ensuite chez l'homme. Notion de programmation fœtale, là je vous dis, avec la DOAD et d'origine maternelle et la BOAD d'origine paternelle, la prudence dans la mise en place dans les périodes de vie à risque, grossesse, enfant de bas âge. Vous voyez, quand l'enfant à la naissance jusqu'à l'âge 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez lui tartiner la peau pour qu'il soit douce. Il a une peau extrêmement fragile, donc il y a une pénétrance de certains produits qui peut être délétère pour la santé de l'enfant plus tard. Donc, ne soyons ni optimistes, ni pessimistes, mais restons simplement volontaristes. Et je termine sur cette citation d'Albert Jacquard. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Hamama, pour ce beau voyage dans le monde de l'environnement et la fertilité. Et là, je profite de l'occasion pour partager avec vous une petite information, mais d'un grand intérêt. J'ai regardé un documentaire qui parle de l'environnement et santé. Donc, le titre, c'est « Demain, tous crétins ». Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais c'est exactement la présentation du professeur Hamama avec un documentaire extraordinaire. Donc, elle est... Pardon? Oh, je n'en sais rien, mais c'est vraiment presque la même chose, mais un très, très beau documentaire donc, qui parle de l'environnement et santé. Donc, c'est « Demain, tous crétins ». On va reprendre quelques questions. Sil Bachouchi et Sil Merini, je crois, parce que Adil Merini, vous voulez poser peut-être une question tout à l'heure. On va commencer par Sil Bachouchi, peut-être. D'accord. D'abord, il a la priorité parce que c'est le grand patron. Voilà. Non, moi, je voulais profiter de la présence de Micheline Misrahi. Malheureusement, on n'a pas profité de votre présence. Et je voulais sauter sur l'occasion pour voir votre avis concernant cette insuffisance ovarienne prématurée, parce qu'on en souffre. Moi, je suis clinicien et on reçoit de plus en plus des patients où vraiment la MH est basse et que les choses sont déjà faites. Alors, vous nous dites là que quand on a un cas d'insuffisance ovarienne, mais il faut faire un test génétique. Je veux bien. Mais sur le plan pratique, nous cliniciens, qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Et est-ce qu'on n'a pas d'autre solution pour dépister ce genre de patients très tôt, puisqu'on peut passer à la préservation? Toute petite question après. Une deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la rapamycine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être le traitement miracle du aging, comme on dit? S'il vous plaît, parce qu'il a posé 70% de ma question, donc j'ai eu tort de lui donner le micro. Parce que moi, sincèrement, je sors très perplexe, parce que votre intervention a remis beaucoup de choses dans ma tête. Je m'intéresse un petit peu à la préservation de la fertilité en tant que sujet, parce que, comme a dit Samir, la préservation de la fertilité va faire corps entier avec la préservation de l'humanité. On le voit sur les indices, on le voit sur les perturbateurs endocriniens, et on est en train de partir vers notre perte, la perte de l'humanité. Ce n'est pas un discours pessimiste, mais bon, c'est un discours volontariste, comme a dit Samir. Et aujourd'hui, je me pose la question que s'est posée Hassan. Quand une femme vient me voir pour une insuffisance, parce qu'elle n'a pas conçu, et on aboutit à une insuffisance ovarienne dite prématurée, je me retrouve avec un test génétique et je lui dis, madame, au lieu de penser aux enfants pour le moment, je ne sais pas ce qu'on va faire, vous êtes à un risque de cancer. Vous et peut-être voir la famille, etc. Et donc, elle vient pour un enfant, elle sort avec des notions de... Je ne sais pas quel est on va dire la frontière qu'il ne faut pas franchir pour nous en tant que cliniciens. Oui. Quel est oui, comme tu dis, le rationnel pour ne pas, disons, perturber ces personnes-là qui viennent pour chercher une chose et qui n'ont rien demandé et ils se retrouvent avec donc un autre... voilà, et c'est ça ce qui nous perturbe. Aujourd'hui, moi, je suis perdu. Est-ce que vous pouvez me rassurer, me ramener au chemin? Non, mais vous avez posé d'excellentes questions tous les deux.
Et ça me donne l'occasion d'aller un peu plus loin. Donc, tout d'abord, oui, est-ce qu'on peut ne pas attendre le stade d'insuffisance ovarienne primitive? Écoutez, nous, on a fait une étude sur les diminutions de réserve ovarienne, donc c'est-à-dire des femmes qui ont une fonction ovarienne normale, mais avec une AMH et un CFA qui est bas. Et là aussi, on retrouve un fort pourcentage, 25% de causes génétiques. Ça veut dire, et les mêmes que dans l'insuffisance ovarienne. Ça veut dire qu'effectivement, dans certains cas, les diminutions de réserve ovarienne pourraient être un stade précoce de l'IOP, l'IOP avec diminution de réserve ovarienne, et que c'est donc à ce moment-là, effectivement, qu'il faudrait faire le test génétique. Entre parenthèses, le test génétique, on le fait quand toutes les autres causes ont été éliminées, on est d'accord. On a tout éliminé, les causes d'IOP, etc., chromosomes, machin. Et puis, on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus rien. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait une étude génétique. Et donc, ça pourrait être important parce que sur les diminutions de réserve ovarienne, effectivement, si vous voyez que vous avez une anomalie d'un gène de réparation de l'ADN dont on sait très bien que de toute façon, ça entraîne une anomalie majeure de la méiose, à ce moment-là, il faut informer la patiente, etc. Et elle pourra programmer sa vie reproductive parce qu'il n'y a rien de pire pour une patiente, grand 1, de ne pas avoir la cause de son infection. Elles sont très demandeuses de la cause et quand on leur explique la chose, eh bien, en général, moi, dans mon expérience, elles participent, elles veulent savoir. Et voilà, plutôt que d'envoyer toutes les patientes, par exemple, C'est quoi les 40% de patientes en PMA qui sont des échecs? Ça fait 40 ans que la PMA existe, donc stimulation hormonale. Et au bout de 40 ans, dans un excellent article de Samir dans la presse en France, il criait alerte en disant qu'il y a toujours 40% d'échecs. C'est des femmes qui répondront jamais, elles ont des ovaires. S'il y a une méiose défectueuse, vous pouvez y aller essayer de les stimuler, ça ne marchera jamais. Donc, ça permet aux femmes de mieux planifier leur vie reproductive et en fonction du test génétique, on pourra les orienter. On pourra leur dire, non, vous avez une anomalie d'un gène de croissance folliculaire. Donc, si effectivement on stimule un peu plus tout ça, on doit y arriver, même si ça n'a pas marché du premier coup, ça vaut le coup de continuer, allez-y, etc. Et l'autre, on lui dira, non, si vous voulez, allez-y, mais franchement, il y a très peu de chances que ça marche. Donc vous voyez, c'est vraiment un test qui permettra d'orienter pour les diminutions de réserve, d'orienter les patientes. Donc ça, c'est pour ça que ça va être très intéressant, parce que ça va nous donner vraiment le mécanisme qui ne fonctionne pas. Et en fonction du mécanisme, on saura si ce traitement, stimulation hormonale, a des chances de marcher. Sinon, il faudra aller vers la voie hypo ou vers autre chose qui sont des traitements en cours de développement. Je vais me permettre de rajouter quelque chose pour screener vraiment à la première consultation, l'âge à laquelle il a eu ses premières règles, je crois surtout ça. S'il y a une puberté précoce dans la famille, si la deux sœurs, s'ils sont fertiles déjà, enfantés ou pas, si la mère il a un cancer de sein, et dans ce cas-là, il y a des consultes et des conseils en oncogénétique qui permettent tout de suite. Et ça, c'est la deuxième question. Qui permettent tout de suite je dirais, d'identifier la direction dans laquelle il faut pousser l'exploration. Donc, pour répondre à votre question, oui, même les patientes jeunes qui ont une diminution de réserve ovarienne, c'est je sais pas, une patiente de 25 ans qui a un AMH à 0,7, c'est pas normal, vous voyez. Donc là, à ce moment-là, si on a éliminé les causes toxiques, virales, auto-immunes, etc., on ne sait plus quoi faire. Oui, il faut faire un test génétique. Et oui, on a des chances de trouver quelque chose, de l'expliquer. Et ensuite, elle pourra planifier sa vie reproductive en fonction de ça. Et bien entendu, comme l'a rappelé Samir, quand vous voyez une patiente, c'est très important de faire un arbre généalogique pour savoir s'il y a une sœur atteinte, un frère atteint, parce que parfois, c'est les mêmes causes chez l'homme et la femme. Les gènes de réparation de l'ADN, c'est les mêmes causes pour les azoospermies non obstructives aussi. Alors, attention aux pièges avec le taux de l'AMH. Je vous rappelle, si vous regardez le taux de l'AMH chez les femmes fertiles, il y a des 0,2, 0,3 nanogrammes, 0,5. Donc, attention, l'AMH seul, c'est un mauvais marqueur. Il faut vraiment l'associer avec les bilans hormonaux comblés de J2, J3 de cycle, parce que sinon, l'AMH tout seul
Moi, j'accorde Oui. même pas aucune importance. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, il faut vraiment faire un arbre généalogique. C'est très important pour savoir, vous voyez, si on vous dit qu'il y a une sœur qui a la même chose, on se dit, tiens, ça peut quand même être quelque chose de génétique. Mais effectivement, l'AMH, comme on le sait, n'est sécrété qu'à partir du stade de follicule primaire. Donc, c'est un reflet indirect de la réserve ovarienne. On peut avoir une AMH à 0 et être bourré, l'ovaire peuvent être bourrés de follicules primordiaux qui ne sécrètent pas d'AMH. Donc, il faut se méfier de cela. La deuxième question, c'est vous avez une patiente, faites un test génétique, elle se retrouve avec une mutation de BRCA2 ou d'un truc comme ça. Eh bien oui, il vaut mieux prévenir une tumeur qu'avoir à guérir un cancer. De toute façon, les femmes, elles sont toutes sensibilisées au cancer du sein. Elles vont toutes passer des radiographies, etc. C'est une femme sur 8 ou 9. Donc, de lui dire, Madame, vous avez un risque un peu plus important que dans la population générale d'avoir un cancer parce que vous avez une anomalie, effectivement, d'un gène de réparation de l'ADN. On va éviter justement de faire des radios tous les ans ou tous les 2 ans. On va privilégier des échographies. On va éviter les toxiques, on va éviter tout ce qui peut éventuellement entraîner des anomalies de l'ADN. On va la surveiller. Et moi, je crois qu'une femme est parfaitement capable d'entendre ça. Mais ce n'est pas vous qui allez lui dire. Elle va aller voir le généticien parce que quand un test génétique est positif, c'est un généticien et un oncogénéticien, comme l'a dit Samir, qui va lui rendre le résultat et qui va lui expliquer tout ça. Vous comprenez? C'est donc, on doit travailler en équipe. Vous devez travailler. Si on vous dit qu'il y a une mutation d'un gène de réparation de l'ADN, immédiatement, il faut avoir une équipe de généticiens, oncogénéticiens qui vont rendre le diagnostic, qui vont faire une étude familiale, qui vont expliquer à la patiente. Et voilà. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que la chute de l'espérance de vie dans les IOP. Vous avez vu les courbes, etc. C'est les anomalies de gènes de réparation de l'ADN. Et les hommes, c'est pareil. Les azoospermies non obstructives, la famille la plus importante, c'est les gènes de réparation de l'ADN. Et il a été démontré aussi qu'il y avait une diminution de longévité chez les hommes qui ont des azoospermies non obstructives. Et donc, eux aussi, ils peuvent avoir des anomalies de gènes de réparation de l'ADN. Il faudra leur dire la même chose et prévenir les cancers. Donc, je crois qu'il faut... je crois que les patients, à partir du moment où le conseil est rendu dans une équipe, ils sont tout à fait capables de comprendre et ensuite d'accepter la surveillance et le traitement. Juste, encore faut-il que la patiente, ça nous est déjà arrivé, accepte qu'on pose la question à la famille. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la limite de notre responsabilité quand il y a un risque potentiel de cancer familial? On trouve un gène BRCA1 ou BRCA2 chez la patiente. On lui dit, voilà, il y a un risque, il faut que votre fratrie soit... elle dit, écoutez, je ne veux pas que vous en parliez, laissez-moi gérer mon affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, où est la limite de notre responsabilité? Oui, alors, bon, comme je vous l'ai dit, c'est l'oncogénéticien qui va prendre. C'est le généticien, c'est pas vous. Donc, c'est le généticien qui prendra en charge la famille, qui se mettra en relation avec le médecin de famille. Et le médecin de famille, lui, à ce moment-là, ce sera sa responsabilité, c'est pas la vôtre. Voilà, quand il y a un risque de tumeur, de cancer, à ce moment-là, il faut informer la famille. Quand il y a un bénéfice important de ce type-là, c'est autorisé et vous ne risquez rien. De toute façon, c'est un généticien qui doit rendre le diagnostic. Non, mais toi, tu poses la question. La jeune femme, elle sait si sa maman ou ses sœurs ont développé le cancer de sein. Donc, tu sais, tu as 10-15% d'origine génétique. Je crois, je dirais, à l'échelle d'une famille, j'ose espérer quand même la patiente ou le patient, c'est s'il y a dans sa famille de cas de cancer qui ont été pris en charge. À partir de là, tu déroules les différentes prises en charge et conduites à tenir pour explorer. Mais ce que je voulais vous dire, peut-être que je ne me suis pas bien expliqué, c'est que si les patients se présentent comme des IOP isolés, c'est qu'en général, elles ont des mutations peu sévères de ces gènes de réparation de l'ADN. Je vous ai expliqué avec BRCA2, cette mutation, c'est une mutation peu sévère. Et que donc, à l'état basal, la patiente n'a pas de cancer.
C'est simplement quand on met des toxiques sur ces cellules en cytogénétique qu'on voit les anomalies de réparation de l'ADN. Vous comprenez? Donc, il faut prévenir, il faut éviter qu'elles rencontrent des toxiques, prévenir l'apparition de cancer. Ce ne sera pas les mêmes mutations que les mutations très sévères que vous voyez chez les patients qui font des cancers du sein. Donc, ça explique pourquoi elles n'ont qu'une infertilité. Ce sont des mutations qui sont des mutations donc beaucoup, beaucoup moins sévères. Mais de toute façon, je veux dire, il faut travailler en équipe. Il y a une partie qui vous incombe et ensuite il y a une partie qui ne vous incombe plus et qui incombe cette fois-ci aux généticiens. Moi, j'avais deux toutes petites questions. La première, est-ce que ça pose pas le problème de l'héritabilité de ces gènes? Est-ce qu'entre guillemets, on ne va pas polluer l'espèce humaine en favorisant, alors c'est terrible ce que je vais dire, c'est une forme d'eugénisme, mais est-ce qu'on ne va pas polluer l'espèce humaine dans ce qu'elle a de plus fragile, c'est-à-dire sa reproduction et son risque de cancer? Et deuxièmement, est-ce que les perturbateurs endocriniens agissent également via les mutations génétiques? C'est deux... Mais oui, non, mais j'ai répondu, tu prends l'exemple des décylbènes. Aujourd'hui, on a mis en évidence l'altération de promoteurs du gène qui explique cet effet transgénérationnel entre la grand-mère à qui on a administré, on a donné, on a prescrit le décylbène et la petite fille. Oui. Mais il y a... Samir, oui, je reviens sur le déclin de la qualité, en quantité et en qualité du sperme depuis 50 ans. Comme tu as dit, le petit-fils, il a beaucoup moins de 40% moins de spermatozoïdes. Et tout ça, c'est basé sur du fait historique. Par exemple, je ne sais pas si tu avais entendu, le fait qu'on a utilisé en Chine l'huile de graines de coton, qui est utilisée pour faire de la cuisine dans certaines contrées de la Chine. Et on s'est aperçu qu'il rendait l'homme infertile, qu'il avait une azoospermie. Et ça a été utilisé comme contraceptif en Chine. Mais comme il y avait des cas irréversibles, on a abandonné ça. Il y avait également, vous n'avez pas parlé de la chaleur. La chaleur, c'est très très mauvais pour les testicules. Les testicules sont 34. Ça, c'est un effet transitoire, oui, la chaleur. Oui, mais on a inventé les slips chauffants. Comme moyen contraceptif, on est d'accord. Baby Jean. Et là, l'effet historique, c'est le distilbène. Deuxièmement, de l'huile de graines de coton. Et la DDT qu'on a eu tous les gens de mon âge ont eu la DDT. On traitait les poux, je ne sais quoi. On allait à l'école, on sortait comme des rats, avec plein de farine sur la tête. Et troisièmement, il y a le dibromochloropropane qui est utilisé comme pesticide, qui était utilisé dans les bananeraies aux États-Unis. Les bananeraies existaient qu'aux États-Unis. Et à un certain moment, ils se sont aperçus qu'il y avait une baisse de la fertilité jusqu'à l'azoospermie chez les ouvriers. Les Américains, très intelligents, ils ont transféré les bananeraies au Costa Rica. Donc, la majorité des bananes proviennent du Costa Rica. Même ici au Maroc, c'est le Costa Rica. Maintenant, c'est l'ananas. Et ça a entraîné la baisse de la spermatogenèse jusqu'à obtenir 10 000 ouvriers qui sont devenus stériles. 10 000. Tout à fait. Et les ont indemnisés, et comme quoi, ni l'ascendance, la descendance ne réclamait Donc, c'est des faits historiques. Comme tu as dit, il faut éplucher, il faut bien laver. Et actuellement, quand vous voyez une pomme qui voyage pendant 6 mois et qui vous arrive toute brillante, donc là, il faut se poser des questions. Non, mais c'est la raison pour laquelle moi, je crois, comme il dit Louis Pasteur, je crois dans les idées simples. Aujourd'hui, on ne peut pas révolutionner, on vit avec les perturbateurs, ils sont partout, y compris dans le salon que tu as acheté, que tu utilises au quotidien. Les idées simples, c'est quoi? C'est-à-dire avec la mise en place d'un logotype reprotoxique, à l'instar de score Nutri-Score, tu vois. Le but, ce n'est pas de t'empêcher de consommer ou de ne pas consommer ou de te moraliser. Comme je disais tout à l'heure, le but est de t'informer, de dire, voilà, on te dit le tabac tue, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui continuent à fumer. Donc, à partir de là, la société remplit son rôle, son devoir envers des citoyens,
Mais ceci, que ça commence dès le collège. Il ne faut pas attendre le stade un peu plus tard. Quand tu amènes les exemples que tu évoques, Fouad, c'est aussi notre comportement de consommation. On est les premiers responsables. On voulait avoir les super bananes avec 0 tache noire. Effectivement, on s'était aperçu, les bananes qui viennent des Antilles, eh bien, elles utilisent 4, 5, 6 fois de la dose autorisée en Europe. Donc, autrement dit, il faut trouver un compromis. Parce que soit nous, consommateurs, on accepte d'acheter l'orange avec des taches noires, ou le banane, ou la pomme, ou je ne sais quoi. Soit on refuse. C'est un sujet extrêmement sensible, l'environnement. On cite les nanoparticules, chaque fois il y a une vague de chaleur. On dit attention, la qualité de l'air. On a l'impression, moi j'ai dit ce qu'ils veulent, les citoyens, d'être informés. Ni plus, ni moins. Et après, chacune et chacun. Il faut qu'il y ait une intervention des pouvoirs publics. Alors, le pouvoir réglementé. Je reviens, je termine. Le pouvoir public aujourd'hui, il travaille de plus en plus sur le cahier de charge, qu'il soit autorisé avant la mise l'AMM d'un médicament, d'un réactif, etc. On ne peut plus se contenter, tiens, ces produits, il a le label CE. Le label CE, c'est quoi? C'est un dossier technique. Tu remplis des cases, tu payes le taxe, tu l'as le label. Et après, on va dire, ah oui, en effet, on n'a pas... La seule chose, moi, je sais qu'on est passé à l'homme sans passer par l'étude chez l'animal, l'expérience récente avec le vaccin contre le Covid-19. Et là, on est allé carrément parce qu'il y avait des décès tels qu'on voulait limiter les dégâts et éviter de saturer les hôpitaux et les cliniques. Donc, les gouvernements travaillent sur l'amélioration du cahier de charge. On ne peut plus se contenter en disant « j'ai testé mon produit », par exemple, l'effet transgénérationnel. On ne peut plus se contenter de F1, F2, se contenter F1, F2, F3. Il faut aller même plus. C'est la raison pour laquelle, moi, je ferai part, j'espère, l'année prochaine, des résultats de la thèse qu'actuellement il est effectuée dans notre service sur la dioxine par une approche épidémiologique, une approche animale et une approche cellulaire. C'est la seule façon d'étudier parce que sinon, on ne comprend plus rien. Je dirais, quand tu vois une gamine qui a le cancer du carcinome du vagin à l'âge de 6 ou 7 ans, et après, quand tu fais l'enquête, tu t'aperçois que la grand-mère qui a pris le Destilven, on n'a pas tiré toute la leçon des expériences récentes, tu vois, pour améliorer. Le risque zéro, certes, n'existait pas, mais on peut au moins le diminuer au maximum. Donc, moi, je suis pour ma part, je dirais, de créer à zéro une culture commune entre nous tous, qui repose sur notre façon de vivre, qu'est-ce qu'on veut exactement. Il fait chaud à Marrakech, tout le monde met la clim. Et qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Est-ce que les fils sont changés à temps réel, etc. Les nanoparticules, la pollution de l'air, etc. Donc, il faut savoir, il faut trouver un équilibre entre notre confort et notre bien-être et puis notre santé. Mais, comme je t'ai dit, tout est programmé dans la première semaine de la conception. Quoi qu'on fasse, et après, on va les développer plus tard ou plus vite de telle ou telle maladie chronique tout au long de notre vie. Ta santé aujourd'hui dépend de la santé de l'ovocyte dont tu es issu. Mais tout a été programmé, c'est l'hypothèse de Becker de 83, je crois, sur la notion de Doha. C'est vraiment, ça concerne tout, je dirais. C'est pareil quand tu vas acheter ta maison, personne, et j'en suis le premier, qui s'en rende compte, est-ce que dans un périmètre de 2, 3, 4, 5 km, qu'est-ce qu'il y a? On n'en sait rien. Et après, tu dis mince. Il faut penser également au champ électrique. Bien sûr. On l'a trouvé chez les vaches. De plus en plus des vaches infertiles qui passent leur temps dans les pâturages avec comment dirais-je, dans des zones où il y a des lignes de haute tension aussi. Le portable, mesdames et messieurs, attention au monsieur qui met le portable dans la poche, l'effet sur la spermatogénèse. Donc... c'est pas démontré. Hein. Comment? C'est pas démontré. Si, l'équipe de Cleveland. L'équipe de Cleveland... Et je peux t'assurer, le papier est bien cité. Donc, ceci dit, non mais c'est un mode de vie qu'on a choisi, qui génère des avantages, certes, des inconvénients. On n'a pas toujours choisi. Vous êtes imposé plutôt. Aussi, oui. Aussi, tu peux t'embasser ton portable aujourd'hui? Non, pas de mon portable, mais je peux passer de toutes ces gares qui lâchent des bombes. C'est pas les crimes de Marrakech qui perturbent là. Merci pour cette... le sujet est passionnant, la discussion l'est autant plus, mais on va clôturer cette discussion.
Donc, je remercie nos éminents orateurs, merci. Et puis, je voudrais inviter Dr Boudrer et Dr Bayen pour le mot de clôture de ce symposium. Dr Bayen, je vous en prie pour le mot de la clôture. C'est moi qui va vous remercier pour deux raisons, parce que vous avez fait le déplacement, vous êtes resté avec nous un samedi, un long week-end de vacances, puisque lundi c'était un 1er mai. On est toujours content ici de vous recevoir à Marrakech pour partager avec vous ces moments. Il y a un peu de tout, il y a la science, il y a l'amitié, il y a le tout. Donc j'espère qu'on se verra l'année prochaine, même période, pour une 8e édition. Et dès maintenant, je vous dis marhaba bikoum et bon week-end et merci d'avoir fait le déplacement. Voilà. الحكاية بدات في مكسيكو شهور خلاها في قطر هادو راح يقربوا الركوب معرفوناش حنا خطر هلا 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 مغرب سبوع والشلا ديروا النية ينصر من العالي تعالى هلا 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 مغرب سبوع والشلا ديروا النية ينصر من العالي تعالى هلا 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 مغرب سبوع والشلا ديروا النية ينصر من العالي تعالى هلا 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 مغرب سبوع والشلا ديروا النية ينصر من العالي تعالى. Ladies and gentlemen, welcome to the 7th edition of the International Symposium Marrakech Fertility Institute. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في النسخة 7 للمؤتمر العالمي لمركز الخصوبة مراكش.